Dans le village reculé de Kétou, niché entre collines rouges et forêts parfumées, la beauté avait une définition unique. Des hanches larges, des joues pleines, un corps généreux symbole de santé et de fierté. Mais au milieu de ces formes célébrées vivait Nahira, frêle et discrète, fine comme une ligne de vent. Depuis l'enfance, elle portait les moqueries comme des cicatrices invisibles. Squelette, brindille, ver de terre, autant de surnoms qui l'éloignaient un peu plus d'elle-même. Même chez elle, les regards pesaient. Sa propre mère la pressait de manger davantage, de devenir « femme » aux yeux des traditions. Mais rien n'y faisait, Nahira restait fidèle à son corps, malgré elle. Chaque miroir, chaque reflet lui rappelait qu'elle ne correspondait pas. Jusqu'au jour où, dans un grenier poussiéreux, elle découvrit un carnet oublié. À travers les lignes et les ombres qu'elle traça, elle trouva un langage nouveau. Le dessin devint son refuge, sa voix, sa manière de dire au monde qu'elle existait. Et peu à peu, ce geste solitaire devint lumière. Voici l'histoire d'une jeune fille rejetée pour sa différence, qui transforma la douleur en art, et fit d'un village figé le témoin d'une renaissance. Dans les ruelles sablonneuses de Kétou, la silhouette de Nahira se détachait comme un fil trop fin pour le tissu du village. À 17 ans, elle marchait toujours les épaules rentrées, les bras croisés contre sa poitrine, tentant de cacher ce corps que tout le monde semblait rejeter. Chaque jour, elle affrontait les regards insistants, les rires étouffés, les murmures cruels qui s'élevaient à son passage. Les enfants chuchotaient qu'on pouvait la briser d'un coup de vent, les marchandes faisaient semblant de prier pour sa santé, et les hommes détournaient les yeux, comme si sa présence dérangeait l'ordre naturel des choses. Même chez elle, le regard de sa mère pesait. Abénie, sa mère, ne cessait de remplir son bol de pâte de maïs, l'encourageant à manger davantage, comme si quelques bouchées de plus pouvaient transformer sa fille en femme aux yeux des traditions. Nahira obéissait parfois, poussée par l'espoir de changer, mais son corps restait le même. Mince, silencieux, incompris, son père, lui, n'en parlait jamais. Il la regardait avec une distance silencieuse, un mélange de gêne et de résignation. Seule sa petite sœur, Kémi, lui montrait un amour sincère, pur, sans condition. Dans ce village où la rondeur était synonyme de beauté, de fertilité et d'honneur, le corps de Nahira représentait une transgression. On lui avait appris qu'une femme devait être plantureuse, qu'elle devait porter la vie dans ses hanches, le respect dans son allure. Elle, frêle et élancée, semblait ne rien porter du tout. Ses hanches fines, ses bras légers, sa silhouette longiligne faisaient d'elle une étrangère dans sa propre communauté. Les danses du soir sur la grande place étaient devenues un supplice. Elle n'y allait plus, les moqueries étaient devenues trop cruelles. Même son reflet dans l'eau du puits la blessait. Elle se regardait et se demandait si elle serait un jour suffisante, si elle aurait un jour le droit d'exister sans s'excuser. Mais un jour, alors qu'elle fouillait dans le grenier poussiéreux de sa défunte grand-mère, à la recherche de tissus pour coudre un pagne, Nahira tomba sur une boîte en bois. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un vieux carnet aux pages jaunies, quelques fusains et des dessins à peine visibles. Des visages, des mains, des formes diverses, toutes tracées avec amour et précision. Elle tourna les pages avec précaution, sentant une chaleur étrange monter en elle. Ce fut une révélation. Cette nuit-là, elle s'assit dans sa chambre, à la lueur d'une lampe à huile, et laissa ses doigts guider les fusains sur le papier. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais elle sentait que quelque chose en elle se débloquait. Elle dessinait une silhouette. Peut-être elle-même, peut-être une autre fille, fine et droite comme une flamme. Pour la première fois, elle ne se jugea pas. Elle traçait, elle respirait, elle vivait. Dès lors, le dessin devint son refuge. Chaque nuit, elle dessinait en cachette. Des visages tristes, des femmes fortes, des corps blessés. Elle couchait sur le papier tout ce qu'elle n'osait dire à voix haute. Elle dessinait le rejet, la solitude, mais aussi la beauté, l'espoir. Et dans ses traits naissait un nouveau langage, un monde où sa différence n'était pas une erreur mais une richesse. Un après-midi, cachée derrière un arbre près de la rivière, elle dessinait une femme puisant de l'eau. La scène était paisible, presque sacrée. Elle ne vit pas qu'elle était observée. Une voix masculine la surprit. C'était Malik, le neveu de la guérisseuse du village, revenu récemment de la ville où il avait étudié les arts. Il avait remarqué ses dessins. Il lui demanda si c'était elle qui avait créé cela. Gênée, elle hésita, puis finit par lui montrer le carnet. Il regarda les pages avec attention, sans un mot. Lorsqu'il releva les yeux vers elle, il lui dit qu'elle avait un don. Qu'elle ne devait pas le cacher. Que ces lignes étaient plus qu'un passe-temps, elles étaient une voix, un cri, une vérité. Elle ne sut quoi répondre. Mais pour la première fois, elle sentit qu'on la voyait autrement. Pas comme une anomalie, mais comme une lumière qui perce à travers la brume. À partir de ce jour, quelque chose changea en elle. Elle ne riait pas encore. Elle ne parlait pas plus fort. Mais elle existait, et pour la première fois, ce simple fait lui suffisait. Les jours passaient, et le carnet de Nahira se remplissait comme un journal muet.
Chaque page absorbait ses silences, ses blessures, ses rêves. Elle dessinait à la lueur tremblante d'une lampe à huile, tard dans la nuit, lorsque le monde dormait et que plus personne ne pouvait la juger. C'était devenu son sanctuaire. Là, elle ne se sentait ni trop mince, ni trop différente. Elle était simplement elle-même. Ses dessins représentaient les femmes de son village, mais pas comme les gens avaient l'habitude de les voir. Elle dessinait leurs regards fatigués, leurs gestes tendres, leurs douleurs dissimulées. Elle traçait des corps divers, des silhouettes invisibles que personne ne célébrait. À travers ces lignes, elle redonnait vie à ce qu'on ne regardait plus. Mais une nuit, alors qu'elle griffonnait dans un coin de la cour, elle dessinait une silhouette qu'elle ne reconnaissait pas. Une femme élancée, drapée dans un voile, sans visage. Elle ne savait pas d'où venait cette image. Ses mains l'avaient dessinée presque seule. Quand elle eut terminé, un frisson la traversa. Une brise fraîche passa dans les feuilles, et le silence autour d'elle sembla plus épais. Le lendemain, des rumeurs commencèrent à courir dans le village. Le puits était subitement à sec. Une chèvre avait été retrouvée morte devant le sanctuaire des anciens. Et une enfant, à peine âgée de 6 ans, parlait en dormant d'une femme sans visage. Ces événements, bien que mystérieux, furent rapidement reliés à des croyances. Certains disaient que les esprits étaient fâchés. D'autres, plus superstitieux, murmuraient que quelqu'un avait réveillé quelque chose qu'il ne fallait pas déranger. Nahira sentit l'angoisse monter en elle. Elle pensa à brûler le carnet. Mais en l'ouvrant, elle vit les visages, les regards, les émotions couchées sur papier. Ce n'était pas du mal. C'était une vérité, une mémoire, une douleur qu'on habillait en fin de mots. Alors, au lieu de le détruire, elle le serra contre elle. Elle décida d'en parler à Malik. Il la retrouva près du grand fromager, là où personne ne pouvait les entendre. Elle lui montra le dessin. Elle lui parla de ses frissons, des rumeurs, de la peur qui grandissait dans le village. Malik resta silencieux un moment. Puis il lui dit que son art était un miroir. Un langage sacré que peu comprenaient. Mais un miroir dérange ceux qui refusent de se voir. Il lui conseilla de ne pas avoir peur, de continuer, mais en conscience. Car parfois, même la vérité peut faire peur. Cette nuit-là, Nahira reprit son carnet. Elle redessina la femme voilée. Mais cette fois, elle lui donna un visage. Et ce visage, sans même l'avoir prémédité, devint le sien. Un reflet d'elle-même, mais en paix. Apaisée, elle comprit alors que cette femme n'était pas une menace. Elle était une part d'elle qu'elle n'avait jamais osé regarder. Le lendemain matin, il plut pour la première fois depuis des semaines. Une pluie douce, lente, presque cérémonieuse. Les villageois levèrent les yeux vers le ciel, remerciant les ancêtres. Les enfants couraient dans les flaques. Le puits se remplit à nouveau. Une joie simple revint sur les visages. Nahira, elle, observa en silence. Une sensation étrange naissait en elle, et si son art n'évoquait pas seulement la douleur, mais aussi la guérison? Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Un jour, alors qu'elle passait près du marché, une femme âgée la pointa du doigt, l'accusant d'avoir ramené les esprits avec ses dessins. D'autres la traitèrent de sorcière. Certains commencèrent à la fuir. Les regards se faisaient plus durs. Une rumeur persistait, ses dessins n'étaient pas normaux. Le conseil des anciennes la convoqua. Elles l'attendirent sous le grand baobab. La doyenne, Mama Oloa, lui expliqua que ses dessins perturbaient l'équilibre du village. Qu'elle éveillait des forces qu'elle ne comprenait pas. Que ce n'était pas à une jeune fille de redéfinir ce que les ancêtres avaient établi. Nahira n'eut pas la force de répondre. Elle rentra chez elle, le cœur lourd, le carnet serré contre elle. Cette nuit-là, elle ne dessina pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts, à se demander si elle avait eu tort de croire que son art pouvait guérir. Mais les rêves ne la laissèrent pas en paix. Elle se retrouva dans un village figé. Les habitants n'avaient plus de visage. Le silence régnait. Seule la femme voilée l'attendait au centre de la place. Elle tenait le carnet. Quand Nahira le prit, les pages s'embrasèrent. Elle se réveilla en sueur. Le lendemain, elle alla retrouver Malik. Elle lui dit que les autres avaient peur d'elle. Il lui répondit que c'était normal. Que l'inconnu effraie toujours ceux qui refusent de changer. Et il lui dit ces mots qu'elle n'oublierait jamais. Dessine, non pas pour provoquer, mais pour éclairer. Nahira comprit alors que ce n'était pas à elle d'éteindre sa lumière. C'était au village d'apprendre à la voir. Nahira ne se cachait plus. Depuis qu'elle avait trouvé sa voie à travers les lignes du carnet, elle se sentait plus vivante, plus entière. Mais avec la lumière venait l'ombre, et elle le savait désormais. Chaque dessin, chaque message exprimé par ses mains provoquait un remous dans l'équilibre fragile du village. Les regards étaient partagés, certains pleins de curiosité, d'autres chargés d'inquiétude ou même de haine. Pourtant, elle n'avait plus peur. Elle avait accepté que la peur des autres ne devait plus devenir la sienne. Un jour, elle eut une idée folle, audacieuse, mais nécessaire. À l'approche du festival des ancêtres, moment où les familles offraient danses, chants ou objets symboliques pour honorer les esprits, elle décida de créer une fresque. Pas un dessin dans un carnet, mais une œuvre murale, visible de tous.
Elle choisirait le mur de la vieille case abandonnée près du marché, là où autrefois les conteurs se rassemblaient. Sur ce mur, elle représenterait toutes les femmes du village, dans leur diversité, dans leur vérité. Elle voulait peindre les corps oubliés, les traits jugés, les regards effacés. Elle voulait dire au monde que chaque forme était digne. Quand elle parla de son projet à sa mère, le silence s'abattit dans la pièce. Puis la voix d'Abeni, tremblante mais ferme, déclara que cette idée ne ferait qu'attirer les problèmes. Que les anciens ne comprendraient pas. Que les traditions ne sont pas des murs qu'on repeint. Nahira répondit calmement qu'elle ne cherchait pas à effacer les traditions, mais à leur redonner un regard neuf. Sa mère détourna les yeux. Elle n'insista pas. La nuit suivante, armée de pigments fabriqués à partir de fleurs séchées, de cendres, de charbon et de terre, Nahira commença à peindre. À ses côtés, Malik l'aidait à mélanger les couleurs, à porter les seaux, à la rassurer dans ses doutes silencieux. Il travaillait à la lumière de la lune, en silence, conscient de la fragilité de ce qu'il créait. Les premières silhouettes apparurent. Des femmes debout, en mouvement, les unes fines, d'autres rondes, certaines voilées, d'autres libres, toutes reliées par des racines dessinées dans la terre. Chaque coup de pinceau était une prière. Un cri muet, une offrande. Mais la veille du festival, alors qu'elle terminait les derniers détails, elle entendit des pas derrière elle. 3 hommes du village s'étaient approchés, parmi eux, Kola, le fils du chef. Leur ton était glacial. Ils lui reprochèrent d'avoir peint sans autorisation. Ils la traitèrent d'arrogante, de provocatrice. Un d'eux arracha un morceau de la fresque encore humide. Le cœur de Nahira se serra, mais elle ne cria pas. Elle resta droite. Malik s'interposa, le regard ferme. Il les avertit que s'ils touchaient encore à ce mur, ils devraient répondre devant la guérisseuse et les esprits eux-mêmes. Les hommes reculèrent en crachant quelques insultes avant de disparaître dans la nuit. Nahira resta figée. Ce moment laissa en elle une brûlure froide. Elle comprit que créer, dans un monde qui rejette la différence, c'est aussi s'exposer à la destruction. Mais elle n'était plus seule. Elle ne reculerait pas. Le matin du festival, les habitants de Kétou découvrirent la fresque. Le silence régna d'abord, puis des murmures, des réactions diverses. Certains fixaient les corps peints avec émotion. Une vieille femme essuya ses yeux en disant qu'elle reconnaissait sa sœur défunte dans l'une des figures. Les enfants riaient, touchaient les couleurs, posaient des questions. Une nouvelle respiration flottait dans l'air. Mais le chef du village s'approcha. Il contempla l'œuvre longuement. Puis il se tourna vers Nahira et lui demanda si elle était bien l'auteur. Elle répondit que oui. Il déclara alors qu'elle avait manqué de respect au conseil, qu'elle avait agi sans permission. La foule retint son souffle. Alors, une jeune fille s'avança. Elle déclara qu'elle aussi avait toujours été jugée pour son apparence. Que grâce à Nahira, elle se sentait enfin vue. D'autres voix s'élevèrent, timides, puis plus sûres. Le chef sembla ébranlé. Il convoqua les anciens. Quelques heures plus tard, Nahira fut appelée à se justifier devant le conseil. Cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle parla d'une voix claire. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais cherché à insulter les traditions, mais qu'elle voulait simplement montrer que la beauté ne portait qu'un seul visage quand on refusait de regarder ailleurs. Elle parla de douleur, de silence, et de l'importance de donner une voix à ceux qu'on oublie. Mama Oloa prit la parole. Elle déclara que Nahira n'était pas une menace, mais un miroir. Et que ceux qui se sentaient attaqués par ce miroir devaient peut-être apprendre à se regarder autrement. Le chef resta silencieux un instant. Puis il déclara que la fresque resterait. Mais Nahira comprit que cette victoire n'était qu'un début. Car affronter les flammes ne suffisait pas. Il fallait apprendre à transformer leur lumière en force. Depuis que le chef avait autorisé la fresque, quelque chose semblait avoir changé dans le village. Les enfants passaient devant le mur coloré en souriant, certaines femmes s'arrêtaient pour observer les visages peints avec douceur, et même quelques hommes, silencieux, s'y attardaient plus longtemps que nécessaire. En apparence, Kétou respirait un nouvel air. Mais sous cette surface paisible, Nahira sentait une tension sourde, une présence invisible qui l'observait, la jugeait encore. Le silence s'était déplacé. Il n'était plus un rejet violent comme autrefois. Il était plus subtil, plus pesant. Il se glissait dans les conversations interrompues lorsqu'elle entrait, dans les sourires forcés, dans les soupirs retenus de ceux qui se disaient tolérants mais n'avaient pas encore vraiment accepté. Et surtout, il s'était infiltré dans sa propre maison. Sa mère, Mama Abeni, parlait peu. Les repas se faisaient dans un calme étrange, comme si toute tentative de dialogue autour de ce que Nahira avait accompli devait être évitée. Puis un soir, alors que la pluie tombait doucement sur le toit de tôle, Abeni rompit enfin le silence. Elle lui dit qu'elle avait provoqué les anciens, qu'elle avait agité les esprits et que ce genre de feu, même s'il est beau, pouvait brûler au-delà de ce qu'on imagine. Nahira répondit avec calme. Elle ne cherchait pas la guerre. Elle voulait juste qu'on voie les choses autrement. Mais sa mère secoua la tête, le regard tourné vers la fenêtre. Elle disait qu'on ne défie pas l'ordre établi sans en payer le prix. Ce n'était pas un reproche.
C'était une peur héritée de générations de silence. Plus tard dans la soirée, Kémy entra discrètement dans la chambre de Nahira. Elle tenait entre ses mains une feuille froissée. Dessus, un dessin maladroit d'une jeune fille en train de courir, le visage levé vers le ciel. Kémy lui demanda si elle pouvait apprendre à dessiner comme elle. Elle voulait, elle aussi, se voir autrement. Nahira la prit dans ses bras, émue. Elle lui promit qu'elle ne serait jamais seule dans cette quête. Mais pendant que l'atelier prenait doucement forme, d'autres forces s'agitaient dans l'ombre. Un matin, Nahira découvrit une inscription peinte en rouge sur le mur de la fresque « Tu n'es pas des nôtres ». Les lettres étaient irrégulières, griffonnées avec violence. Les jours suivants, d'autres messages apparurent, griffonnés sur des bouts de papier, déposés près de sa porte ou dans l'atelier. Le dessin est un poison. Tu souilles nos ancêtres, tu devrais disparaître. Nahira ne répondit pas. Elle nettoyait les murs, jetait les papiers, gardait le silence. Mais en elle, une rage tranquille montait. Pas une colère destructrice, plutôt une certitude, elle dérangeait parce qu'elle touchait juste. Malik l'alerta un soir. Il disait qu'il sentait la peur dans les gestes de certains hommes. Que quand les mots ne suffisent plus à faire taire quelqu'un, certains choisissent la violence. Nahira lui répondit qu'elle n'était plus une proie. Elle avait trop longtemps vécu pliée sous le regard des autres. Si l'on brûlait ce qu'elle créait, alors elle recommencerait. Encore, et encore, mais elle ne s'attendait pas à ce que le feu vienne si vite. Une nuit, les flammes dévorèrent la case abandonnée où elle avait peint la première fresque. Au petit matin, il ne restait que des cendres, un pan de mur noirci, et un fragment calciné de son propre visage peint. Le village fut secoué. Certains murmurèrent que c'était un avertissement des esprits. D'autres, plus lucides, comprirent qu'il s'agissait d'un acte humain, guidé par la peur et la haine. Nahira, elle, ne pleura pas. Elle rassembla les cendres dans un tissu, les porta au centre du village, et traça sur le sol une silhouette debout, dessinée avec la poussière du feu. Une femme brûlée, mais toujours debout. Puis elle parla. Sa voix était calme mais ferme. Elle dit que ses racines étaient plus profondes que n'importe quel feu. Que l'on pouvait détruire ses murs, mais jamais sa volonté. Elle dit qu'elle n'était pas seule. Et que ceux qui cherchaient à l'effacer ne faisaient qu'allumer sa lumière. Le silence tomba sur la place. Puis une vieille femme s'approcha et s'agenouilla. Elle dit que sa petite fille avait été comme Nahira, différente, silencieuse, détruite par le rejet. Et qu'aujourd'hui, en voyant cette jeune fille debout dans la cendre, elle sentait une paix nouvelle. Peu à peu, d'autres femmes vinrent. Puis des enfants. Puis quelques hommes. Ensemble, ils aidèrent Nahira à repeindre. Pas sur le mur ancien, mais sur un nouveau mur, offert par une famille. Le feu avait tenté d'effacer son message. Il avait, sans le vouloir, rallumé une flamme dans le cœur du village. Une flamme qui n'avait plus peur de grandir. Le soleil s'était levé sur un village encore imprégné de l'odeur des cendres. Pourtant, une autre fragrance flottait dans l'air, plus douce, presque invisible. Celle du changement, celle de l'espoir. Là où les flammes avaient tenté d'effacer le courage, il ne restait plus de ruines. Seulement un sol noirci, devenu le terreau d'un renouveau. Nahira n'avait pas cédé. Elle avait choisi de transformer la douleur en force. Au lieu de pleurer sur les murs brûlés, elle avait pris les cendres et en avait fait des pigments. Avec l'aide de Kémy, de Malik, et d'autres enfants du village, elle avait commencé à tracer de nouvelles lignes. Cette fois, sur le mur d'une maison offerte par une femme silencieuse qui, elle aussi, avait trop longtemps caché son corps sous des vêtements amples pour éviter le jugement. Là, sous leurs doigts réunis, une fresque naissait, plus grande, plus vivante, plus audacieuse. On y voyait des femmes en train de danser, des enfants courant pieds nus, des vieillards au visage marqué par le temps. Chaque détail racontait une histoire. Chaque couleur était une voix. Et Nahira, au centre, guidait les gestes comme une prêtresse de la mémoire. Ce matin-là, elle ne dessinait plus seule. Kémy dessinait un arbre avec des racines profondes et des branches ouvertes. Une jeune fille représentait un tambour, symbole du rythme de leur vie. Un garçon peignait une rivière qui reliait tous les personnages. Même Malik, habituellement réservé, s'était essayé à dessiner des visages. L'atelier s'était transformé en refuge. Un endroit sans jugement, sans mesure, sans miroir déformant. Juste des âmes et des couleurs. Les jours suivants, des villageois qui auparavant se taisaient commencèrent à s'approcher. Certains venaient déposer un mot, un objet, un tissu imprimé, comme une offrande. D'autres osaient demander s'ils pouvaient essayer, même maladroitement, de dessiner. L'atelier devint un lieu vivant. Il n'y avait pas de règles, pas de niveau à atteindre. Il n'y avait que l'envie de se dire, de se voir, de se retrouver. Nahira regardait tout cela avec une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprenait que sa lutte personnelle avait touché quelque chose de plus grand. Elle avait creusé un passage dans les non-dits. Elle avait ouvert une brèche dans le mur du silence, et les autres, doucement, y entraient. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les collines, Kola, le fils du chef, se présenta devant l'atelier.
Il semblait hésitant, les bras croisés, le regard baissé. Il dit qu'il n'était pas venu pour se moquer. Il voulait juste voir. Il entra, regarda les dessins sur les murs. Il dit qu'il avait grandi dans une maison où les émotions étaient faibles, où l'on apprenait à juger avant de comprendre. Il demanda à Nahira s'il pouvait essayer de dessiner quelque chose. Elle lui tendit un crayon. Sans un mot, il s'assit et traça des lignes maladroites. Une silhouette seule, sur un fond vide. Puis une autre, tendant la main. C'était simple, mais fort. Nahira comprit alors que même ceux qui l'avaient blessée pouvaient être touchés par ce qu'elle avait semé. À l'approche du Festival de la Lune, la communauté proposa à Nahira de prendre la parole. C'était la première fois qu'on l'invitait ainsi. Sur la grande place, elle monta sur l'estrade de bois, le cœur battant. Devant elle, des dizaines de visages. Des anciens, des jeunes, des mères, des enfants. Elle les regarda et sentit qu'elle n'avait plus peur. Elle parla avec une voix posée, claire, habitée. Elle dit qu'elle avait cru que sa maigreur était une honte, une malédiction. Qu'elle avait porté le poids des moqueries, des regards tranchants, des silences pleins de mépris. Mais qu'au fond d'elle, une autre vérité attendait. Elle dit que chaque être humain mérite de se voir dans le regard de l'autre sans se sentir diminué. Que le corps n'est pas un masque à corriger, mais une forme sacrée à célébrer. Elle termina en disant que tant que les voix rejetées trouveraient le courage de se lever, aucun feu, aucun mur, aucune peur ne pourrait les arrêter. Le silence qui suivit fut intense, profond. Puis les applaudissements montèrent, timides d'abord, puis puissants. Ce n'était pas un triomphe. C'était une reconnaissance. Nahira n'avait pas gagné contre quelqu'un. Elle avait simplement affirmé sa place. Ce soir-là, sous la lumière douce de la lune, elle s'assit dans l'atelier. Elle ouvrit son carnet. Les pages étaient pleines, froissées, certaines tachées par la pluie ou par ses larmes passées. Elle ajouta une dernière page. Elle y dessina une graine en train de pousser, entourée de racines solides. Elle sourit. Elle n'était plus seule, et elle ne le serait plus jamais. Nahira, ce n'est pas juste une histoire. C'est celle de milliers de filles qu'on a pointées du doigt, rejetées à cause de leurs différences. Mais au lieu de se taire, elle a choisi de s'exprimer. Elle a fait de sa douleur une force. Elle a transformé le rejet en lumière. Si ce récit t'a touché, si tu crois que chaque voix mérite d'être entendue, abonne-toi à la chaîne, pour ne rien manquer des histoires vraies, profondes et fièrement africaines. Des récits qui élèvent, qui guérissent, et qui ne laissent personne dans l'ombre.